Ouais, ok, super. Bonjour à tous, merci de m'accueillir à ces journées associatives de syndrome Charge. Moi, je m'appelle Marine Parodi, je suis ORL à l'hôpital Necker et j'ai une activité qui est plus ciblée sur les problèmes d'audition et les problèmes de vestibule. Alors, je ne vais pas refaire un retour, mais finalement, l'ORL, il a quand même une place assez importante dans la prise en charge de ces enfants avec un syndrome Charge, parce que, comme vous l'a dit Véronique Abadi, un des premiers signes, et parfois qui est dépisté en période néonatale, c'est l'atrésie des Cohen. Et l'atrésie des Cohen, ça nécessite une prise en charge chirurgicale qui est assurée par les ORL. Et un des critères majeurs, c'est aussi l'absence de canaux semi-circulaires, et en particulier des canaux semi-circulaires latéraux. Donc les canaux semi-circulaires, donc ça c'est une représentation d'oreille interne. Dans la cavité de l'oreille, vous avez deux organes. Vous avez la cochlée qui est cette espèce de coquille d'escargot enroulée, qui est en fait l'organe de l'audition. Et puis vous avez cette autre structure qu'on appelle le vestibule. Et alors je le développerai après, mais on dit que c'est l'organe de l'équilibre, mais l'équilibre n'est pas assuré que par le vestibule. Et ce vestibule, il a deux organes. Il a cet organe-là qui correspond à cet aspect un peu boursouflé, cette espèce d'amphore, c'est le vestibule en lui-même, et il a ces canaux semi-circulaires qui sont au nombre de 3 et quasiment tout le temps chez les enfants qui ont un syndrome Charge manque en particulier ce canal-là. Et puis, ils ont aussi, d'un point de vue ORL, des malformations de tous les compartiments de l'oreille externe, de l'oreille moyenne et de l'oreille interne. Je vous fais juste un petit rappel sur le système auditif. On va commencer par les problèmes d'audition. L'oreille, elle se décompose en trois parties. Vous avez l'oreille externe avec le pavillon de l'oreille et le conduit auditif externe. Vous avez l'oreille moyenne avec le tympan, puis 3 petits osselets qui vont venir faire communiquer le tympan avec l'oreille interne. Et puis vous avez ce qu'on appelle l'oreille interne qui est donc cette cochlée qui, elle, est relié au nerf auditif, qui est le câble électrique qui va venir donc apporter au cerveau les informations captées par la cochlée. Donc en fait, l'oreille externe, le pavillon de l'oreille et le canal auditif, il vient concentrer les sons et il vient les amplifier. Vous avez le système qu'on appelle tympano-ossiculaire qui vient amplifier les vibrations. Et puis ces vibrations, elles vont venir faire bouger le liquide qui est dans l'oreille interne. Et ces vibrations acoustiques qui constituent le son et la parole, elles vont venir activer des petites zones au niveau de la cochlée. Et chaque petite... en fait, la cochlée, c'est comme un clavier de piano. Et en fait, en fonction de l'information auditive, de la fréquence de l'information auditive, ça va venir activer une partie de la cochlée. Donc à chaque fois qu'il y a un son qui est entendu, il est décodé et ça appuie sur les touches du piano pour composer une mélodie. Et cette mélodie, elle est captée par ce nerf auditif qui va venir donc apporter ces informations au cerveau. Donc, on peut avoir différents types de surdité en fonction de la partie de l'oreille qui ne fonctionne pas. On peut avoir des surdités de transmission qui sont dues à l'absence de pavillon ou à un petit pavillon auditif, à l'absence de conduit auditif externe ou pas de conduit auditif, ou un petit conduit auditif externe, à des problèmes de tympan, mais ça qui sont liés à des problèmes d'otite chronique, à des problèmes d'osselets. Dans certaines pathologies, on peut avoir des anomalies ossiculaires avec des petits osselets qui sont mal formés ou qui ne communiquent pas bien les uns entre les autres, ce qui fait que l'information arrive de moins bonne qualité au niveau du cerveau. Et vous pouvez avoir aussi des problèmes au niveau de l'oreille interne avec des structures cellulaires qui ne sont pas en nombre suffisant ou qui ne fonctionnent pas suffisamment bien. Et puis vous pouvez avoir aussi des pathologies au niveau du nerf auditif. Ça bouge, ça tourne.
au niveau du nerf auditif, avec ce qu'on appelle des hypoplasies ou des agénésies du nerf. Et donc, en fait, dans le syndrome Charge, on peut avoir un peu de tous ces problèmes auditifs. On peut avoir au niveau, et donc les problèmes otologiques et auditifs, on les retrouve extrêmement fréquemment, dans 80 à 100% des cas selon les études, parce que chacun de ces compartiments d'oreille peuvent être affectés. Donc ça peut être au niveau de l'oreille externe, puisqu'il peut y avoir des anomalies du pavillon, voire pas de pavillon du tout. Il peut y avoir une anomalie au niveau du conduit auditif externe, donc du conduit de l'oreille qui peut être malformatif aussi. Je vous ai mis cette photo d'oreille. Souvent, soit ils ont une oreille normale, soit une oreille qui est un peu malformative, mais qui est quand même avec des oreilles un peu carrées, et puis des petites anomalies du lobule. Et puis parfois, ils peuvent avoir des oreilles qui sont plus petites que la normale, voire pas d'oreille du tout. Au niveau de l'oreille moyenne, liée à la présence de fentes vélaires, liées à l'obstruction nasale en cas d'atrésie choanale, ils peuvent avoir des otites séreuses, que Véronique appelle les glouglous, donc c'est du liquide qui est derrière le tympan. Plus rarement des malformations ossiculaires, et évidemment, en tout cas, les problèmes d'otite séreuse qui peuvent persister longtemps, plus longtemps qu'un enfant qui n'a pas de syndrome de Charge, donc parfois jusqu'à l'âge de 10-12 ans, des otites séreuses favorisées par les problèmes de ventilation de l'oreille moyenne. Et ils ont aussi des malformations au niveau de l'oreille interne, avec des malformations au niveau de cette coquille d'escargot de la cochlée, des malformations au niveau des canaux semi-circulaires, des malpositions au niveau du nerf facial et des anomalies au niveau du nerf auditif. Donc dans le syndrome Charge, en effet, l'oreille interne, elle est sujette à pas mal de changements. Les canaux semi-circulaires, 77%. La cochlée, qui n'a pas toujours cet aspect bien enroulé de coquille d'escargot, qui peut être un peu déroulé. Et puis, ils ont une sténose des conduits auditifs internes. Donc le conduit auditif interne, en gros, c'est une espèce de gaine électrique entre la cochlée et le cerveau. Et dans cette gaine électrique, il y a 4 fils électriques, on peut dire. Il y a le nerf facial, qui donne la mobilité aux muscles du visage. Il y a le nerf cochléaire, qui vient apporter les informations qui sont arrivées au niveau de la cochlée au cerveau, et il y a 2 nerfs vestibulaires, le nerf vestibulaire supérieur et le nerf vestibulaire inférieur. Et en fait, cette gaine, elle est extrêmement serrée, ce qui fait que parfois, les vaisseaux, ils n'ont pas les nerfs ou les petits fils électriques, ils sont très petits, ou ils ont un diamètre qui est très petit, ce qui fait que forcément, ça a un retentissement sur leur fonctionnement. Alors voilà, là je vous ai montré donc le conduit auditif interne, c'est ce petit rond qui est là, et les petits ronds noirs, ce sont les nerfs. Donc là vous avez le nerf facial qui est là, en dessous vous avez le nerf cochléaire, et puis là vous avez le nerf vestibulaire supérieur et le nerf vestibulaire inférieur. Et vous voyez que cette gaine, en fonction du degré de sévérité, vous voyez que là le nerf il est à peine visible. Et là, le nerf, on ne le voit plus du tout. Et parfois, vous avez aussi tout ce petit rond, là, toute cette gaine, là, tout ce rond, qui est aussi extrêmement diminué et qui fait que parfois, en fait, on n'arrive pas du tout à individualiser aucun des 4 nerfs. Parfois, on voit un peu de nerf facial, mais on n'est pas sûr. On voit un peu de nerf cochléaire, un peu de nerf vestibulaire, mais en tout cas, on a du mal à individualiser chacun des fils électriques dans le conduit auditif interne. Là, je vous montre, c'est une autre photo. Donc ça, c'est l'IRM des conduits auditifs internes, qui est l'examen essentiel pour analyser l'oreille interne et ces fameux canaux. Et là, vous voyez bien aussi, là, on voit bien, sur ça, le nerf cochléaire, il est là. C'est ce noir. Et puis là, vous voyez, chez un patient, en fait, on ne voit pas le trajet. Et là, de la même façon, on ne voit rien, ça c'est le petit rond que je vous ai montré tout à l'heure, on a du mal à individualiser les 4 structures, alors que là, on voit bien le nerf qui est là, il correspond au nerf qui est là.
Alors ça, c'était un article qui est sorti récemment sur les anomalies. Je vais passer assez rapidement, mais voilà, on trouve beaucoup d'anomalies de l'oreille interne. Là, il retrouvait 100% d'absence de canal semi-circulaire latéral, et cette étude, elle montrait qu'il y avait une corrélation entre la sévérité des malformations de l'organe vestibulaire et du diamètre auditif interne, et qu'il y avait une corrélation entre la sévérité de l'atteinte auditive et du diamètre du conduit auditif interne. Alors, en ce qui concerne la prise en charge de l'appareillage, évidemment, elle est adaptée en fonction du type de surdité et du degré de surdité. Schématiquement, vous avez des restes auditifs, donc vous avez une surdité partielle. La prise en charge de la surdité, elle va être assurée par une prothèse auditive classique, une petite prothèse auditive amovible qui a pour propriété d'amplifier, de filtrer, de compresser les sons et puis d'amplifier les informations qui arrivent au niveau de l'oreille interne pour que le nerf auditif les perçoive de façon correcte. Ces prothèses amplificatrices, elles ont des limites parce que quand on a une surdité importante, voire complète, en fait, les zones, on n'a pas de reste auditif à amplifier par la prothèse. Donc finalement, on pourrait avoir une prothèse ultra puissante. Si on n'a pas de reste auditif à amplifier, la prothèse, elle ne peut pas restituer des choses qui n'existent plus. Donc dans les surdités importantes, elle a un rôle limité. La prothèse auditive, donc ça c'est la prothèse auditive classique, ce qu'on appelle en contour. Et puis, dans certains cas, on utilise des prothèses auditives, ce qu'on appelle par voie osseuse, comme vous voyez là, ce qu'on appelle des BAHA, qu'on peut utiliser en particulier quand on n'a pas de conduit auditif externe ou quand on n'a pas de pavillon d'oreille. Et cet appareil en conduction osseuse, en fait, il vient venir transmettre directement les informations à l'oreille interne. Il court-circuite en fait le pavillon et il envoie les informations directement à l'oreille interne qui est là. Le cas particulier des surdités complètes unilatérales, ce qui peut arriver parfois, une oreille qui entend bien et l'autre oreille qui n'entend pas du tout. Là aussi, on est un peu en limite de possibilité puisque la prothèse auditive classique ne va pas finalement restituer d'informations auditives de qualité suffisante. Et donc, on va être un peu coincé et éventuellement, on utilise ce qu'on appelle... On peut avoir recours à ce qu'on appelle un système cross. En fait, le système cross ne permet pas de redonner de l'audition à l'oreille qui n'entend pas, mais va permettre de transférer à l'oreille qui entend les informations qui sont perçues du côté de l'oreille malentendante. Donc, ce n'est pas à proprement parler un système de réhabilitation auditive, ça permet Ça permet de détourner les informations qui arrivent du côté de l'oreille qui n'entend pas vers l'oreille qui entend bien. Et ça nécessite du coup d'avoir deux appareils qui ne sont pas des appareils auditifs à proprement parler, qui sont un micro dans l'oreille qui n'entend pas, qui vient capter les informations du côté de l'oreille qui n'entend pas. Et cet appareil va transmettre, alors souvent maintenant c'est en Bluetooth, à l'appareil qui est dans la bonne oreille. Donc en fait, tout se répercute dans la bonne oreille. Et puis, quand on arrive sur des niveaux de surdité plus importants... alors non, l'implant d'oreille moyenne, je passe assez rapidement. C'est dans les cas de surdité de transmission très importante avec des anomalies du conduit auditif externe ou des anomalies ossiculaires. Et ça, on les positionne après au cours d'une intervention chirurgicale. Et ça permet de court-circuiter les osselets qui ne fonctionnent pas très bien avec des petites masselottes qui viennent se fixer sur l'étrier et donc qui viennent amplifier la vibration acoustique. Quand on a une surdité de perception sévère à profonde, donc c'est-à-dire qu'on on a une atteinte auditive quasi complète, la prothèse auditive classique ne permet pas de restituer une information auditive de suffisamment bonne qualité. Et dans ce cas-là, se pose la décision éventuellement de proposer un implant cochléaire. L'implant cochléaire, c'est une super prothèse auditive qui n'est pas que implantée, parce que parfois on dit avoir un implant, c'est comme une puce électronique, je vais entendre avec l'implant, mais l'implant cochléaire, en fait, il est en deux parties. Il y a une partie qui est positionnée au cours d'une chirurgie, avec des électrodes qui vont venir s'enrouler dans la cochlée.
et puis avec un appareil qui est là, qui est glissé sous la peau des cheveux. Et en fait, il y a un appareil externe qui va servir de micro, qui va venir se connecter sur la partie interne. L'implant cochléaire, il va venir stimuler le nerf auditif. D'accord, c'est des petites électrodes, et puis ces petites électrodes, elles vont allumer les différentes parties du nerf pour transmettre l'information. Donc évidemment, quand on a une anomalie du nerf, on est un peu plus incertain du résultat que peut avoir l'implant cochléaire. Donc ça, c'est un exemple d'implant cochléaire. J'ai vu qu'il y avait des jeunes ici qui en avaient. Ça, c'est l'appareil externe. Alors maintenant, il y a des nouveaux designs, ce qu'on appelle l'appareil en contour, avec un appareil qui a le même design qu'une prothèse auditive, avec toujours cette antenne qui vient se connecter à la partie interne. Et puis maintenant, se développe ce qu'on appelle les appareils en bouton, c'est-à-dire qu'on n'a plus ce contour d'oreille, on a juste ce rond qui vient se sémenter sur la partie interne, qui parfois est plus discret parce qu'on peut le cacher sous les cheveux et puis on n'a rien autour de l'oreille. Alors, les indications d'implantation cochléaire chez l'enfant, ça c'est chez l'enfant en général. On peut proposer un implant uni ou bilatéral en cas de surdité bilatérale. L'âge d'implantation chez l'enfant sans non syndromique, on peut dire, elle peut être proposée assez rapidement dès 6 mois de vie. Chez un enfant qui a plus de 5 ans, qui n'est pas dans la communication orale, il n'y a plus d'indication à proposer un implant cochléaire parce que l'implant cochléaire ne va pas pouvoir rattraper le défaut de stimulation du cerveau. Et donc, en fait, même si on refait fonctionner l'oreille, le cerveau ne va plus savoir comment exploiter les informations que va lui donner cet implant. Ça, je passe. Et donc, évidemment, cet implant, il a des limites, et en particulier chez les enfants qui ont des malformations d'oreille interne, plus ou moins sévères. Il peut y avoir, alors là, c'est de façon générale, en général, chez l'enfant qui a un syndrome Charge, il y a toujours une cochlée, mais ça peut être une cochlée qui peut être hypoplasique. Et puis, parfois, il n'y a pas de nerf ou un nerf qui est extrêmement petit. Et donc, dans ce cas-là, on a des réserves, en effet, sur les chances de réhabilitation auditive avec cet implant. Peut-être que certains ont fait des recherches et donc certaines équipes à l'étranger ont proposé à un moment ce qu'on appelle des implants du tronc cérébral. Donc c'est une plaquette avec des électrodes qu'on vient positionner sur le tronc cérébral directement. Donc c'est une intervention chirurgicale qui est beaucoup plus lourde qu'un implant cochléaire et qui sur les enfants qui ont pu en bénéficier finalement n'a apporté aucun résultat, et donc c'est pas une option qu'on peut retenir. Donc ça, je passe. Alors, donc cette sténose des conduits auditifs internes, en fait, on la retrouve dans à peu près un tiers des enfants qui ont un syndrome Charge. Et donc, c'est vrai que pour ces enfants qui ont une surdité importante et une sténose des conduits auditifs internes, le projet d'implant cochléaire va devoir vraiment être pesé. L'implant cochléaire, en fait, chez les enfants qui ont un syndrome Charge, on n'a pas tout à fait le même raisonnement que chez un enfant qui serait non syndromique. Il y a évidemment le risque anesthésique à prendre en charge, à prendre en compte. Un enfant qui a une lourde pathologie cardiologique, il faut peser le pour et le contre d'endormir cet enfant. Les risques liés à l'otite chronique. En période d'otite chronique, on ne peut pas poser un implant cochléaire de façon sûre, donc il faut pouvoir éradiquer le problème d'otite chronique. Les risques liés aux malformations anatomiques qui perturbent les repères de la chirurgie, avec un os de l'oreille qui est souvent un peu malformatif et plus petit, des anomalies des nerfs, en particulier du nerf facial, donc qui peut éventuellement être abîmé au cours de la chirurgie. Donc tout ça, ce sont des choses à prendre en compte. Donc chez un enfant qui a une surdité bilatérale
sévère à profonde, pour lequel on sait que l'appareillage aura un bénéfice limité, qui peut être en discussion d'un plan. Finalement, c'est l'IRM qui va être décisif dans la décision. Souvent, on le refait parce que souvent, les enfants qui ont un syndrome charge, ils peuvent avoir une IRM assez rapidement en période néonatale. Et on sait qu'à ce moment-là, on peut ne pas très bien voir l'oreille interne et en particulier le conduit auditif interne. Et donc, si on ne le voit pas dans l'IRM qui est faite dans les premières semaines de vie, on aime bien le recontrôler quand ils sont un peu plus grands parce que les structures, en particulier du conduit auditif interne, sont un peu plus larges. Et donc, on peut avoir un meilleur aperçu. Et sur des diagnostics initiaux d'hypoplasie du nerf ou d'absence de nerf, et ben, en fait, en attendant un peu, et ben, en fait, on peut mieux voir le nerf. Et donc, ça peut faire changer éventuellement la décision d'un plan. Si en revanche l'hypoplasie ou l'absence de nerf est confirmée sur l'IRM vers 1 an et demi ou 2 ans, et ben dans ce cas-là, c'est une vraie discussion avec les parents. Voilà, je vais passer vite. Alors, bon, je passe sur l'implant. Les résultats avec l'implant, ils sont évidemment en fonction de la présence ou pas du nerf. Je vais vous parler plus de l'atteinte vestibulaire. Donc l'atteinte vestibule, on dit souvent que c'est l'organe de l'équilibre. C'est vrai et pas vrai. L'équilibre, c'est un ensemble de choses. Le fait d'avoir un bon équilibre, c'est le fait de bien voir. C'est le fait d'avoir une bonne proprioception, comme vous disait Véronique. Est-ce que je marche sur du dur, du mou? Est-ce que j'ai mal quand j'appuie? C'est tout un ensemble de choses. Et ce vestibule, il va être impliqué dans beaucoup de choses, évidemment dans l'équilibre, mais chez le plus petit, dans le développement postural, puisque en fait, c'est ce vestibule qui vous donne ce référentiel de verticalité et qui aide l'enfant donc à avoir des repères et à pouvoir se verticaliser plus ou moins facilement. Il vous aide aussi à la stabilité du regard. Ces petits canaux, en fait, ils vont envoyer ces petits canaux qui sont là, en fait, ils vont réussir à détecter tous les mouvements de tête que vous faites. Et en fait, ils vont s'activer à chaque mouvement de tête que vous faites et ils vont commander les muscles des yeux. Et en fait, ça va permettre de stabiliser le regard. C'est-à-dire que je lève la tête vers le haut, le canal va repérer que j'ai levé ma tête vers le haut, il va envoyer une information à mes muscles des yeux pour que les muscles des yeux dévient mon regard vers le bas. Comme ça, mon regard reste toujours fixe. Et donc ça c'est très important parce que ça permet d'avoir une dynamique visuelle de bonne qualité. Le vestibule, il est évidemment impliqué aussi dans l'orientation spatiale, la perception de soi, la perception de son corps qui bouge dans l'espace. Et il est aussi impliqué, alors c'est difficile de savoir, mais peut-être au niveau des fonctions cognitives, puisque un vestibule qui fonctionne pas bien, c'est une acuité visuelle qui fonctionne pas bien, c'est peut-être des troubles de l'attention, peut-être une mauvaise perception de soi avec une déréalisation de soi, et peut-être certains diraient que des anomalies vestibulaires peuvent être à l'origine de problèmes cognitifs, voire de problèmes psychiatriques. Donc ce petit organe du vestibule qui est resté assez longtemps méconnu, en fait, il peut être à l'origine de plein de petites choses. Alors, dans les premières années de vie, comment on se rend compte qu'on a un vestibule qui ne fonctionne pas sur les deux côtés? C'est un enfant qui n'aime pas qu'on le berce, c'est un enfant qui aime bien rester tranquille dans son lit, qui est un peu statique, qui se coince souvent dans un coin du lit parce que comme il n'a pas trop de représentation de son esprit, de son corps, il aime bien avoir un contact avec le sol ou avec les coins pour pouvoir se stabiliser. C'est un enfant qui pleure beaucoup, qui se fatigue vite, qui reste souvent allongé. Souvent, c'est des enfants qui ont une plagiocéphalie parce qu'ils restent un peu figés comme ça quand ils sont allongés. Et parfois, c'est des enfants qui bloquent leur tête et qui ont des espèces de mouvements d'hyperextension plus petits. Et puis, bien sûr, c'est des enfants qui vont avoir un retard psychomoteur parce que toutes les étapes du développement psychomoteur, en fait, comme ce référentiel de verticalité, il ne fonctionne pas bien, et c'est des enfants qui vont tenir leur tête tard, qui vont s'asseoir tard et qui vont marcher tard.
Alors, la fonction vestibulaire, elle est évaluée au cours de ce qu'on appelle un bilan vestibulaire qui va reprendre les différentes étapes de l'examen clinique. Si on sait que c'est un enfant qui a un syndrome Charge, on sait qu'il n'y aura pas de canaux semi-circulaires, donc on sait quand même un peu à quoi s'attendre. On évalue la stabilité de l'enfant. Et il y a même des équipes qui commencent le bilan vestibulaire en faisant des tests psychomoteurs et puis en faisant marcher leurs enfants sur des poutres un peu basses où en fait ils vont déjà faire un premier tri. Un enfant qui a un très bon équilibre, il n'a pas de déficit vestibulaire, pas la peine de poursuivre le test. Donc ça, alors je ne sais pas comment je vais déclencher parce que... Voilà. Donc ça, c'est des petits tests qu'on peut faire. Vous voyez, on les fait marcher sur une ligne. Le fait de marcher sur une ligne, un pied derrière l'autre, c'est quasiment impossible pour un enfant qui a une atteinte vestibulaire des deux côtés. Donc le fameux chou-fleur que font les petits, c'est impossible. Alors vous voyez, le petit garçon qui fait ça, en fait, il marche vite. Parce que quand on marche vite, on a moins de déséquilibre en fait. Et donc, souvent, alors vous voyez, il s'appuie contre le mur parce qu'il a besoin d'avoir aussi un repère. Mais ça, le test de marcher un pied derrière l'autre, ça permet déjà de faire un peu le tri. Et puis, ce petit garçon, on va lui demander de tenir sur une jambe. Et ça, c'est vraiment compliqué pour lui. Donc là, déjà, en faisant juste ces petites épreuves, on peut déjà suspecter que c'est un enfant quand même qui a des troubles vestibulaires. Ce qui est le cas, parce que après, Et puis, il y a un autre test qu'on peut faire assez rapidement, qui nécessite un équipement, qui nécessite ce qu'on appelle des lunettes de vidéonystagmoscopie. En fait, on met l'enfant dans le noir et puis on le fait tourner sur un siège rotatoire. Je vous remontre. Et puis vous voyez qu'il y a ce mouvement d'œil qui se déclenche. Ça, c'est un mouvement d'œil qui est physiologique en fait. D'accord ? Le fait d'avoir la tête qui tourne, ça va déclencher un mouvement de l'œil, puisque le mouvement de l'œil va essayer de contrebalancer le mouvement de la tête. Et chez les enfants qui ont une atteinte vestibulaire, en fait, il n'y a pas ce réflexe vestibulaire. Je voulais vous le remontrer, mais... Voilà. Chez les enfants qui ont une atteinte vestibulaire, il n'y a pas ce mouvement de l'œil, cette espèce de saccade qu'on voit apparaître. Donc, en fait, avec 2 ou 3 petits tests, déjà, on sait faire la part entre les enfants qui auront une atteinte vestibulaire des deux côtés et les enfants qui n'auront pas d'atteinte vestibulaire. Après, on a d'autres tests un peu plus sophistiqués qui nous permettent d'explorer les différents contingents du vestibule. Donc on a des tests qui servent à analyser les canaux semi-circulaires, c'est ce qu'on appelle le Head Impulse Test ou le VHIT, c'est la même chose. Les épreuves caloriques qui consistent à mettre de l'eau dans l'oreille, à déclencher le vestibule, et les tests rotatoires. Et puis on a d'autres tests qui nous permettent de voir comment fonctionnent, pas les canaux semi-circulaires, mais le vestibule en lui-même, qui sont les potentiels évoqués autolytiques myogéniques, les potentiels évoqués autolytiques utriculaires. Donc voilà, je ne détaillerai pas, mais voilà, on a finalement plusieurs tests qui nous permettent d'essayer d'affiner l'origine de l'atteinte vestibulaire. Et puis, alors ces tests, on les fait en fonction de la coopération de l'enfant. On n'est pas obligé de tous les faire. Je vous montre juste. Alors voilà. Alors, ce qu'on appelle le Head Impulse Test ou le VHIT, qui permet de voir comment fonctionnent vos canaux. En fait, le principe, c'est de se dire que les canaux semi-circulaires qui sont là, ils vous aident en fait à garder l'œil stable sur une cible. D'accord ? Bon, ok. Donc, c'est-à-dire que si je tourne ma tête à droite, le vestibule va dire à mes yeux de tourner mes yeux vers la gauche. D'accord ? La tête tourne à droite, mais moi, je veux continuer à regarder là. Donc, mes muscles des yeux, ils vont faire le travail inverse. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si je tourne ma tête à droite, les yeux vont partir à gauche pour rester stables. Et si mon système vestibulaire ne marche pas, quand je tourne la tête, mes yeux partent avec la tête et, dans un deuxième temps, se refixent sur la cible. D'accord ? Donc, c'est le principe de ce test. Voilà. Donc, en fait, on donne des petits mouvements de tête dans le plan des canaux semi-circulaires. Donc là, on teste les canaux
postérieurs. Là, les latéraux. Et en fait, ça donne ce petit diagramme qui dit, en fait, à quelle vitesse s'est déplacé l'œil par rapport à ma tête. Et donc, chez cette petite, alors, elle avait, par exemple, je reviens en arrière, là, on voit qu'on a des points, les points violets, ils sont très excentrés. Donc, ça veut dire que l'œil, il est parti en même temps que la tête et puis il est revenu qu'après. Et puis là, les petits points, ils sont plus vers la cible. Ça veut dire qu'en fait, l'œil s'est déplacé à la même vitesse que le vestibule. Et donc, cet enfant, ça veut dire qu'il a ses canaux semi-circulaires latéraux qui ne marchent pas, mais il a tous les 4 autres, antérieur droit, antérieur gauche, postérieur droit, postérieur gauche, qui fonctionnent bien. Donc, il a une partie des canaux qui ne fonctionnent pas, mais il n'a pas rien non plus. Il a une fonction vestibulaire qui marche partiellement. Bon, ça, c'est un autre film. Bon, ça vous montre un peu le quotidien de... Donc, en fait, il faut réussir à faire en sorte que l'enfant garde les yeux fixés sur une cible, puisque nous, on veut que l'œil... Voilà. Donc, déjà, elle se demande ce qui va se passer. Et vous voyez l'ordinateur derrière qui va enregistrer le déplacement de l'œil par rapport au déplacement de la tête. Donc nous, on s'aide d'un petit dessin animé, hein, on nous excusera, c'est pour la bonne cause. Espèce de vidéocéation, ça leur permet de garder le regard sur la cible pendant que l'opérateur fait bouger. Bon, voilà, elle n'aime pas du tout, par exemple. Alors après, on a d'autres tests. Ça permet de tester la fonction autolytique. La fonction autolytique, c'est donc l'autre contingent du vestibule. Et entre autres, il a pour fonction de capter les mouvements et d'envoyer à votre cerveau l'information de dire « là j'avance, là je recule, là je me baisse ». En fait, ça vous paraît extrêmement intuitif de dire « là je fais ça ». En fait, ça veut dire que j'avance. Mais en fait, c'est votre vestibule qui va dire à votre cerveau que là, je suis en mouvement et que là, je suis vers l'avant et que là, je suis vers l'arrière et que là, je vais me lever et que là, je vais me baisser. Et donc, en fait, donc ce vestibule, il va envoyer des informations aux muscles de la posture, d'accord ? Aux muscles du cou, aux muscles paravertébraux. Donc, nous, on utilise ces informations qu'il va envoyer, par exemple, aux muscles du cou pour voir comment ils fonctionnent. Et donc, on fait ce petit test. Donc on a des petites électrodes parce qu'on va venir enregistrer le potentiel électrique qui a déclenché le vestibule au niveau du muscle du cou, mais on a besoin que les muscles du cou soient contractés pour enregistrer ça. Et donc pour qu'ils soient contractés, on installe l'enfant comme ça. L'idée c'est que l'enfant, on le fait basculer vers l'arrière et qu'il ait envie de se redresser vers sa maman pour que le muscle soit en tension. Et ça nous permet d'enregistrer une petite activité électrique pour nous dire si ou pas il y a une fonction autolytique qui fonctionne bien. Bon, ça, c'est une autre façon de les tester. Donc voilà. Donc, l'évaluation de l'atteinte vestibulaire, elle est faite au cours de ce bilan vestibulaire, où on fait une part d'examen clinique et puis après, on a plusieurs autres examens à notre disposition pour préciser. Alors évidemment, chez les enfants qui n'ont pas de canaux semi-circulaires, anatomiquement, on sait qu'on va pas trouver de fonction vestibulaire. En revanche, ce qui est intéressant de savoir, en particulier chez les enfants qui ont un syndrome SARS, c'est de savoir s'ils ont des restes vestibulaires ailleurs, comment fonctionnent leurs canaux semi-circulaires antérieurs et postérieurs, comment fonctionne leur fonction autolytique. Et ça, ça va nous donner des billes éventuellement pour l'évolution. Quand on a une atteinte vestibulaire complète, moi je ne dis jamais aux parents votre enfant ne va jamais marcher ou votre enfant va marcher à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans. En fait, on a ce premier débrouillage avec le bilan vestibulaire, mais tout le tableau du problème vestibulaire, on ne va pas le retrouver forcément chez tous les enfants. Donc il y a des enfants qui vont avoir plus ou moins d'équilibre, plus ou moins de soucis, et donc on peut donner le tableau le plus complet, mais en fait, moi je ne donne pas de pronostic à ces enfants, parce qu'en fait, il y a probablement d'autres facultés au niveau en particulier du cortex vestibulaire et des informations centrales qui font qu'il y a des enfants qui vont être plus ou moins gênés par cette atteinte vestibulaire.
Premier exemple, ce petit garçon qui a donc un syndrome de charge, diagnostiqué assez tardivement. Il a une surdité partielle d'un côté et profonde de l'autre. Il a marché à 18 mois. Donc, plutôt raisonnable. Souvent, on a des pronostics. Moi, j'ai des parents qui m'ont dit on m'a dit que mon enfant avait une atteinte vestibulaire bilatérale, on m'a dit qu'il ne marcherait jamais. C'est faux. Mais bon, il est quand même grand. Alors les parents, si vous creusez un peu, ils vous disent bah oui, c'est vrai, dans les escaliers, il est quand même gêné. À l'imagerie, il n'a pas de canaux semi-circulaires latéraux. Il a un vestibule. Donc cette structure, elle ne marche pas. Et cette structure, anatomiquement, elle n'est pas très bien formée. Et si on fait le fameux VHIT, en fait, on constate qu'il a quand même des restes vestibulaires sur pas mal de ses canaux. Donc il a une fonction vestibulaire qui est atteinte de façon partielle. Il n'a pas une atteinte complète. D'accord ? En revanche, le fil à plomb et la fonction autolytique, elle ne marchent pas bien chez cet enfant. Après j'ai fini. Un deuxième petit cas pour vous dire que ça c'est un autre petit garçon qui a un syndrome charge, qui est né prématuré aussi. Alors évidemment le développement psychomoteur il peut être aussi impacté par la prématurité, ça faut le prendre en charge dans le développement psychomoteur. On lui a fait un bilan vestibulaire à 10 mois, mais c'est un petit garçon qui se débrouille. Il n'est pas très hypotonique. Il a tenu sa tête quand même vers 4-5 mois. Là, il a 10 mois, il fait déjà du 4 pattes. Il tient bien assis. Il a une surdité partielle droite et profonde gauche. Et il manque une partie de mon... Et en fait, ce petit garçon, il a une fonction canalaire pas bonne sur ses canaux latéraux, mais il a quand même des petits restes au niveau du canal antérieur gauche et il a une fonction autolytique qui est de bonne qualité. Donc, ça marche partiellement et donc ça explique que finalement, il se débrouille aussi pas si mal sur le plan vestibulaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a essayé un peu de déblayer et d'essayer de faire un petit point sur le plan vestibulaire ? Après, la prise en charge, pour le moment, elle reste évidemment, elle s'appuie sur la psychomotricité et l'ergothérapie. L'équilibre, je vous ai dit, c'est un trépied, c'est le vestibule, la vue et la proprioception. Donc, chez les enfants qui ont un vestibule qui fonctionne moins bien, on va s'appuyer sur les informations qu'on a au niveau visuel ou au niveau proprioceptif. Et donc, la psychomotricité, ça va aider à développer les capacités des enfants sur le plan visuel ou sur le plan proprioceptif. Ça va aider les parents à aménager éventuellement l'environnement dans lequel l'enfant évolue, avec un référentiel de verticalité, avec des appuis. Et puis cette psychomotricité, une fois que sur le plan équilibre, ça va. La psychomotricité, on n'est pas obligé d'en faire toute sa vie. On peut faire des bilans de temps en temps, mais on a peut-être besoin d'en refaire à un moment. Par exemple, à l'entrée à l'école, pour l'acuité visuelle, je regarde le tableau, je regarde mon cahier. Donc il y a des moments dans la vie où on a peut-être besoin de refaire de la psychomotricité pour adapter les nouvelles choses que l'enfant apprend. Et puis l'avenir, la thérapie génique... il faut savoir que sur le plan anatomique, l'oreille interne, elle est constituée au moment du 6e mois de grossesse. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas de canaux semi-circulaires qui se forment. Donc en effet, il faudrait une thérapie génique qui arrive très au début d'une grossesse. Et puis se développent les implants vestibulaires. Donc c'est le même principe que l'implant cochléaire, sauf qu'on vient mettre des électrodes aussi dans le vestibule. Et ça reste encore à l'état extrêmement expérimental, sachant que ce qui se développe, c'est des implants vestibulaires avec des électrodes qu'on vient mettre dans le canal semi-circulaire latéral. Quand il n'y a pas de canal semi-circulaire latéral, on ne peut pas mettre d'implant vestibulaire à ce moment-là. Et d'autres équipes développent aussi des implants vestibulaires qu'on vient mettre dans le vestibule aussi. Ça reste encore très expérimental et à l'heure actuelle que chez l'adulte. Voilà, donc pour conclure, réhabilitation auditive, mais ça je pense que vous le savez, elle est fondamentale car c'est des enfants qui cumulent parfois plusieurs difficultés. Elle est adaptée au degré de surdité. L'implant cochléaire, au cas par cas, et l'atteinte vestibulaire, de toute façon on sait qu'elle sera systématique, mais elle n'est pas forcément complète. Et c'est l'important du bilan vestibulaire, c'est de pouvoir savoir si on a des restes vestibulaires et lesquels, parce que ça peut jouer en effet un rôle en particulier dans la rééducation.
Merci.